Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Jean-Marc Daniel, avec Arnaud Aimé et Hervé Goulet-de-Coeur. On va parler évidemment de cette note de conjoncture de l'INSEE qui a été publiée hier, note qui avait été mise au frigo à cause de la dissolution et qui nous raconte, Léo Dumas, la France, l'économie française telle qu'elle était il y a 4 semaines. Oui, et tous les indicateurs étaient positifs. La croissance se maintient, l'inflation recule, les ménages regagnent du pouvoir d'achat et ils consomment davantage. Et enfin, le chômage se stabilise. Alors si on regarde la croissance, l'INSEE table sur 1,1% cette année, c'est-à-dire le même taux de croissance que l'an dernier. C'est un peu plus que l'objectif affiché par Bercy à 1%. Dans le détail, l'INSEE prévoit un troisième trimestre à 0,5%. C'est grâce aux Jeux Olympiques qui apporteraient à eux seuls 0,3% de croissance, essentiellement grâce à la billetterie, à la vente des droits audiovisuels et aussi à la hausse de l'activité touristique. Donc bonne nouvelle sur la croissance, bonne nouvelle aussi sur l'inflation qui repasserait sous les 2% en décembre et avec des salaires qui augmentent plus vite que les prix, le pouvoir d'achat augmenterait d'1,4% et du coup la consommation d'1,3% cette année. Sur l'emploi, pour finir, ça tient bien avec encore 185 000 créations de postes. C'est certes beaucoup moins qu'après le Covid, mais c'est suffisant pour maintenir un taux de chômage autour de 7,5%, 7,6% précisément cette année. Jean-Marc Daniel, comment vous qualifieriez la photo qu'on avait de l'économie française il y a 3 semaines et demie ? Il y a trois éléments évidemment, qui me paraissent intéressants dans cette. D'abord, c'est la disparition de ce qui pour moi n'a jamais existé, c'est-à-dire l'inflation. C'est-à-dire il y a une confirmation du ralentissement des prix et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans un des programmes, notamment du nouveau Front populaire, qui est à la porte du pouvoir, qui est du moins essai, il y avait un blocage des prix pour lutter contre l'inflation. Et donc on voit que ça déjà on peut mettre de côté. C'est déjà totalement obsolète. Le deuxième élément, c'est effectivement le fait que la croissance qui avait été anticipée, d'abord à 1,4 dans les prévisions de la loi de finances, puis réduite à 0,8 par les dernières prévisions, finalement se comporte et se tient mieux que ce que l'on pouvait penser. Et en fait, je pense qu'on le voit d'ailleurs autour de nous, le Royaume-Uni aussi a une croissance qui est beaucoup plus forte que ce qui avait été anticipé. Il y a quand même l'espoir que la phase Covid plus Ukraine est plutôt maintenant derrière nous. Enfin, le dernier élément, c'est que il y a une note dans la note de conjoncture sur les JO, d'ailleurs, elle s'appelle du pain des jeux, du pain et des jeux à peu près, quoi. Du PIB et des JO. Du PIB, des jeux et des incertitudes. Et des inconnus. Et donc, il y a une analyse, et ce qu'ils mettent en avant, c'est que, alors à partir notamment des JO de Londres, c'est qu'il va y avoir peut-être beaucoup plus d'évictions que d'apports sur le plan touristique au travers des JO. C'est-à-dire, on le disait Paris, ça a toujours été quand même une destination touristique très prisée, et que les gens viennent aux JO plutôt que d'aller au Louvre, finalement, ils étaient déjà là. Et donc, il ne faut pas s'attendre non plus, malgré l'enthousiasme affiché, les 0,3%. Dans l'annexe, ils disent... C'est surtout la billetterie, oui, parce que tous les billets sont en même temps, donc voilà. du coup... Ils disent, il y a des vagues, mais ils disent, il faut quand même la tonalité générale de la note sur les JO est moins enthousiaste que ce que pourrait laisser penser ces 0,3%. Hervé Goulet-de-Coeur, est-ce qu'on peut dire que la dissolution, c'est un choc comme on en a connu avec le Covid, la guerre en Ukraine, c'est un choc de cette nature ? En fait, Covid et guerre en Ukraine, c'était un risque. On arrivait à quantifier ce risque, plus ou moins bien. Là, au moment où on parle, avec non pas un parti qui est aux portes du pouvoir, mais avec tout plein de partis qui sont aux portes du pouvoir, on est face à de l'incertitude. Donc en fait, cette incertitude va se traduire en risque le temps passant, mais il y a cette dimension temps. En fait, politiquement, on voit bien que l'on bascule partiellement du présidentialisme au parlementarisme, et donc là, c'est une logique qui prend plus de temps. Donc on va être dans l'incertitude plus longtemps. Donc il y a eu le choc de l'annonce de la dissolution. Il y a maintenant cette période plus ou moins longue. Je crois que la période de formation d'un gouvernement depuis l'après-guerre, c'était sous la 4e République, ça a duré 63 jours. Et donc, comme on se parlementarise, on va bien voir jusqu'où on va. Aux Pays-Bas, 223. Oui, non, les Belges et les Néerlandais sont des champions. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire aussi bien qu'eux. Mais donc, on est face à de l'incertitude. Et en fait, moi, je crois que l'image de l'INSEE, c'est en fait l'image que on s'était
forgé dès la fin de l'année dernière, c'est-à-dire qu'en Europe, progressivement, on aurait une accélération de la croissance en cours d'année. L'INSEE, il y a un mois, nous racontait cela. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que la croissance américaine ralentit plus, peut-être plus qu'on ne le pensait, sur fond d'une économie chinoise qui reste quand même enferrée dans ses problèmes. Et tout ça, ça nous conduit vraisemblablement à se dire que l'extérieur, pour la zone euro, pour l'Europe, est moins porteur que ce que l'on imaginait. Donc si on rajoute à cela l'incertitude française qui va sans doute alors nous manger un peu du bénéfice des Jeux Olympiques, les 0,3 en plus, si tant est qu'il soit vrai, il y a quand même un passage à vide qu'il faut prendre en compte. Le second semestre va être moins bon qu'on ne le dit, moins bon que ce que l'INSEE raconte. Arnaud Aimé, qu'est-ce qui remonte de chez vos clients? Quel est l'espoir sur les Jeux Olympiques? Et puis on avait la CPME qui nous disait quand même que là, en 3 semaines, on avait perdu un trimestre d'activité, ce qui est quand même assez important. Alors c'est assez clair qu'il y a un impact. Nous on travaille beaucoup dans les secteurs de l'énergie, du transport et du tourisme, de la banque, de l'assurance. S'agissant des législatives, l'annonce de la dissolution déjà a provoqué une hausse des taux d'intérêt, une augmentation du spread avec l'Allemagne. Donc déjà certaines banques, certains assureurs qui sont très concernés par ça, eh bien ralentissent leurs projets, ralentissent leurs investissements en attendant d'en savoir plus peut-être à la rentrée. Dans le secteur des énergies, eh bien, il y a beaucoup d'investissements qui est fait dans les renouvelables. Le RN en particulier était moyennement favorable aux investissements dans le renouvelable. Donc là encore, ça a marqué un point d'arrêt. Donc évidemment que c'est un impact. Et puis au-delà de ces secteurs en particulier, l'incertitude dont vous parliez tout à l'heure, elle est d'autant plus forte qu'on parle, suite aux législatives, de 3 grands blocs, dont le RN et le NFP, qui ont des programmes qui ne sont pas du tout pro-business. Enfin, il faut quand même le rappeler. Donc forcément, ça peut inquiéter l'ensemble des entreprises. Et pour rebondir sur un point de Jean-Marc tout à l'heure, s'agissant des Jeux Olympiques en particulier, on peut espérer un effet positif. Alors, à très court terme avec la billetterie et à moyen terme et à long terme avec la destination France qui est ainsi promue au-delà de la région parisienne. Le petit sujet, c'est qu'à très court terme, il y a beaucoup de touristes qui craignent d'aller à Paris pendant cette période parce qu'on dit que ce sera perturber les transports, parce que les hôtels seront plus chers, etc. Alors qu'en fait, les taux de remplissage, ils sont inférieurs, ils sont faibles, aux présents. Donc l'enjeu pour ces acteurs-là, un Air France KLM, typiquement, a communiqué sur le fait qu'il faisait 170 millions d'euros de recettes en moins par rapport à un été normal, par exemple. Donc, ce que veut dire quand même que les investissements des sponsors, même dans les JO, vont pas être rentables. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un gros sujet. Les sponsors, ils investissent aussi pour une image de marque avec un événement d'impact mondial. En tout cas, à court terme, ces acteurs-là, qui ont des moindres taux de remplissage, ils doivent faire des opérations promotionnelles. La SNCF en a lancé une la semaine dernière sur ces TGV Nuit, en disant il reste encore des places, donc profitez-en pour tordre le cou à l'idée qu'il n'y aurait plus de places et que les places restantes seraient chères. Il reste des places de train, c'est quand même fou, Jean-Marc. Et d'avion. Et oui, alors qu'on annonçait effectivement que le prix des billets de train allait considérablement augmenter parce qu'on allait être en situation de quasi-pénurie sur les transports. Par rapport à ce qui a été dit, quand même, 2 remarques complémentaires. La différence qu'il y a entre la 4e République et la 5e République que nous vivons, c'est qu'il y a un président de la République. C'est quand même lui qui est maître du jeu. À la fin des fins, c'est quand même lui qui désignera le Premier ministre. Et il y a une procédure sur le budget qui est une procédure assez contrainte qui fait que la France aura un budget sous la 4e République. On a arrêté les horloges. Vous aviez des... Oui, mais si le gouvernement est renversé direct, même pour le budget, c'est compliqué. Sauf que si, au bout de 70 jours, s'il n'y a pas de budget, il y a des procédures pour mettre en place un... Ah oui, 12e. on est obligé d'avoir un budget. On ne peut pas faire sans budget. Et la deuxième chose sur les taux d'intérêt, effectivement, il y a encore... dans les années précédentes, effectivement, quand il y avait ce genre de situation, c'était le taux de change qui était touché. Là, c'est normalement le taux d'intérêt. Mais je rappelle que le 7 mai 81, le taux d'intérêt à Paris était à 12%.
le 11 mai, il était à 16%. C'est-à-dire que d'emblée, il y avait eu un choc. Là, on est encore dans des proportions qui sont gérables. Et la toute dernière remarque que je ferai, c'est quand même que la Covid, on avait arrêté le pays pendant 55 jours. Donc là, il y avait un impact direct. Les gens ne pouvaient pas travailler. Là, pour l'instant, normalement, les gens vont encore travailler. Le véritable angoisse, c'est plus à moyen terme, c'est-à-dire l'investissement. Et c'est ça. L'impact n'est pas forcément immédiat, mais ce ralentissement d'investissement, ce que disait la CPME, on s'arrête. C'est ça qui peut avoir une sorte d'effet à moyen terme. Alors qu'à court terme, pour l'instant, c'est quand même encore assez limité. Hervé, et après on passe à Ariane 6. Oui, non, je voulais juste parler de l'écart de taux d'intérêt, donc le fameux spread France-Allemagne. Ce qu'il faut savoir, qu'avec la dette publique que l'on a, et si on essaie de se positionner dans la relation moyenne entre la dette publique d'un pays de la zone euro et cet écart de taux d'intérêt, les 50 centimes ou un peu moins de 50 centimes qu'on avait auparavant, c'était assez bien payé. Avec notre dette, on aurait dû plutôt être vers 70 centimes. Ça participe des caractéristiques techniques de la dette française. Elle est liquide, elle est profonde. Et puis il n'y a pas assez de dette allemande. Donc voilà, elle est appréciée des investisseurs. Donc en fait, ce qui peut se passer aujourd'hui, si jamais il y a une perspective de compte public qui n'est pas très bonne, avec finalement un alourdissement de la dette au lieu d'avoir stabilisation puis repli, c'est que les facteurs techniques ne soient plus suffisants pour permettre à cet écart de taux de rester assez bas. On est monté à 80. Aujourd'hui, on est entre 60 et 65. Si jamais ça tangue un peu du côté de la politique avec les répercussions négatives sur les finances publiques, qu'on se retrouve durablement autour de 80, avec en plus une dégradation de la note du souverain français qui se produira si on a de l'incertitude du côté de la politique et un moindre sérieux en termes de finances publiques, c'est quelque chose d'assez probable. Donc, c'est pas 81 parce que le non, mais c'est qu'à un moment donné, c'est le taux d'intérêt qui décide. Est quand même vachement plus solide. Nous avons l'euro, mais quand même, il va se passer des choses. Et on a eu deux bonnes nouvelles pendant ce temps-là. Flamanville et Ariane 6, ces 2 dernières années, ces dossiers industriels. Alors, c'est 10 dernières années pour le Flamanville, mais c'est surtout sur l'année dernière pour Ariane 6. Ça plombait quand même le pays. C'était une belle épine dans le pied. Tout ça est en partie derrière nous, parce que pour ceux qui regardaient le match de football comme Arnaud aimait à 21h hier soir, eh bien l'Europe est revenue dans l'espace. Jean-Baptiste Huette nous explique l'attention qu'il y avait autour de cet événement. Quel soulagement ici à Kourou pour l'Europe spatiale. Le décollage d'Ariane 6 s'est parfaitement déroulé. Les moteurs ont fonctionné de manière nominale. La trajectoire a été respectée. Bref, c'est du beau travail. Maintenant, j'allais vous dire, le plus dur commence. Parce que cette fusée Ariane, il va falloir faire déjà la même chose dans quelques mois avec sa version à 4 propulseurs, sa version lourde. Et puis ensuite, il va falloir relever le défi industriel, sortir des morceaux de fusée des usines, un petit peu comme des petits pains. Et ça, c'est un changement d'air, un changement de culture pour les industriels. L'objectif, d'ici 2 ans, c'est de passer à 12 lancements d'Ariane 6 par an. Alors, on y retourne, Hervé, avant que vous nous parliez de votre grand-père. On est reparti à l'antenne. Ariane 6, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'Europe revient dans l'espace. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est assez désespéré sur cette question. Arnaud Aimé, là, il s'est passé quelque chose. Oui, effectivement. Alors, l'Europe a plus d'accès direct à l'espace depuis 1 an, effectivement. Pourquoi ? Parce que le modèle précédent, Ariane 5, a pris sa retraite, entre guillemets, en juillet 2023. C'est un lanceur qui avait 20 ans d'âge. Deuxièmement, un petit lanceur, la Vega, avait rencontré des problèmes techniques, donc n'était plus disponible. Troisièmement, ce qu'on peut lancer depuis le spatioport de Kourou, ou avec les Russes, plutôt, c'est la fusée Soyouz, sauf que depuis la guerre en Ukraine, c'est plus possible non plus. Donc en fait, depuis 1 an, c'est la situation de l'Europe les Américains très cher pour envoyer des satellites ces derniers temps, ça nous a coûté cher. C'est l'offre et la demande. Et effectivement, on a été contraint, nous l'Europe, de faire appel aux Américains, donc en particulier à SpaceX. On voulait atteindre la souveraineté en développant un système de navigation Galileo, donc concurrent entre guillemets du GPS. Sauf que pour envoyer les satellites Galileo, il a fallu payer SpaceX pour le faire pendant 1 an. Donc ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle. C'est quoi l'objectif d'Ariane 6 ? C'est les objectifs d'abord économiques, et c'est là où SpaceX, avec ses fusées Falcon
a mis la pression, c'est-à-dire avoir un lanceur qui soit moins cher à opérer et aussi plus polyvalent, qui puisse lancer à la fois des gros et des petits satellites. Et c'est ça qui est en passe d'être atteint aujourd'hui. Jean-Marc, vous avez suivi le décollage? Oui, absolument, oui, parce que vous n'êtes pas très foot. Oui. Voilà, j'ai pas suivi le match de foot. D'ailleurs, on le suit. Perdu, oui, je m'en suis aperçu. Il n'y avait pas de cri dans la rue, donc il y a eu un but. Il y a eu un but au tout début. Mais non, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, c'est le fait qu'effectivement, les Américains, c'est SpaceX, c'est-à-dire c'est une entreprise privée, donc avec beaucoup de subventions quand même. Bien sûr, mais il faut bien voir que la phase quand Kennedy commence, c'est pour des raisons politiques, pour montrer que le système américain est supérieur au système soviétique sur le plan humain, technologique, économique. Là, maintenant, on est dans la phase où on raisonne sur le plan du calcul. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe n'est pas morte. On n'arrête pas de dire que l'Europe est finie, que l'avenir va se faire entre Pékin et Washington. On ne dit pas ça ici, on défend l'Europe. Oui, exactement. Et donc, ça prouve que, contrairement à ce que certains racontent, et contrairement à tous ces pisse-froids qui n'arrêtent pas de dire qu'on est fini, on est une maison de retraite, on est perdu, on est totalement à la ramasse, l'Europe est toujours là. Hervé? Moi, j'aurais envie de dire que oui, l'espace est important politiquement, militairement, économiquement, demain, et donc rester dans la course à l'espace, c'est indispensable pour l'Europe. Alors, est-ce qu'on est mieux, moins bien que les Américains, les Russes ou les Chinois? Je ne saurais pas le dire, mais on était présents. On a eu un passage à vide, on reste présent et c'est une bonne chose. Il y a un autre dossier qui a eu un petit passage à vide, quelques dizaines d'années sur Flamanville. Là, ça va démarrer, c'est imminent. On recevait ce matin Nicolas Goldberg et Arnaud Aimé qui nous disaient à quel point quand même la filière nucléaire, elle s'inquiète. Parce que s'il ne se passe rien, si on n'a pas de gouvernement, il y a une partie des choses qui sont déjà réglées, qui vont avancer tout seul. Mais pour les futurs réacteurs nucléaires, on a besoin de décision, on a besoin de vote. Tout à fait. Pour faire la transition avec le sujet précédent, je pense que pour Flamanville et plus généralement le nucléaire, comme pour le spatial, il y a besoin d'un soutien public permanent et avec une forte visibilité pour développer le secteur. Dans le secteur spatial, SpaceX vit notamment de la commande américaine, comme vous l'avez dit, et c'est le cas souvent dans le secteur spatial et évidemment dans le secteur militaire aussi. Il faut que ce soit pareil aussi dans le secteur de l'industrie nucléaire. C'est quand même les États qui investissent majoritairement dans les moyens de production massifs d'électricité. Et le problème qu'il y a eu depuis plusieurs dizaines d'années, c'est un manque de visibilité là-dessus. C'est-à-dire qu'avec la succession de gouvernements qui n'ont pas tous les mêmes points de vue sur le nucléaire, il y a des effets de stop and go. Qu'est-ce qui se passe pour ces industries qui valorisent un peu le temps long et qui ont besoin de compétences particulières? C'est que quand il n'y a plus de projet de nucléaire, eh bien, on débauche, on n'entretient pas la compétence des ingénieurs, des techniciens ou même des ouvriers, les soudeurs par exemple. Et quand il s'agit de redémarrer, eh bien, c'est extrêmement difficile. C'est ça qu'on a connu notamment avec Flamanville. Même sur les ingénieurs, il y a un sujet de l'ensemble de la filière, il y a un trou en fait. Oui, mais encore plus pour des ingénieurs qui vivent par des filières qui dépendent beaucoup du soutien public, que ce soit le spatial, la défense ou l'énergie. Donc je pense que c'est plus critique. Là, ce qui est mis en production, c'est l'EPR numéro 1, le premier modèle qui est hyper complexe parce qu'il a été fait avec les Allemands, etc. Bon, on a galéré. Les prochains EPR devront être beaucoup plus simples à construire, donc on devrait être optimiste là-dessus, mais il faut avoir une visibilité sur les investissements de la France dessus. Et on finit là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin dans le débrief de la matinale de l'économie.